Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche et surtout un bon troisième jour de confinement. Je suis très contente de vous retrouver pour ce troisième live qui va parler du coup des troubles du comportement alimentaire, donc des TCA. C'est un sujet très important, très récurrent et sur lequel j'ai eu beaucoup du coup de vos retours. Donc je vous remercie pour tous ceux qui m'ont posé toutes ces questions qui permettent tranquillement de fabriquer ce direct. Donc merci beaucoup. Donc on va y aller et pendant que je réponds, j'ai eu 3 questions. La deuxième est assez longue, donc ça va quand même prendre un certain temps à y répondre. En tout cas, si vous avez des questions pendant le live, écrivez vos questions. Si c'est pas assez clair, pareil, redites-moi, je reformulerai. Et puis si c'est super clair, vous pouvez le dire aussi. Allez, c'est parti. Du coup, la première question, tout simplement, c'est qu'est-ce que c'est ce TCA? Qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire? Alors, c'est en fait un trouble, c'est une perturbation qu'on a dans la relation avec l'alimentation, donc avec la nourriture. Mais pas que, c'est aussi une perturbation qu'on a en lien avec notre corps, puisque finalement, l'aliment, on va le mettre dans notre corps. Et c'est aussi, du coup, une perturbation en lien avec soi-même. Donc ce sont finalement, quand on parle de TCA, on ne va pas que travailler sur la nourriture, sinon on irait voir une diététicienne ou un nutritionniste. On va avoir justement tout un travail derrière très important, qui est le principal, qui va être de travailler sur son corps et sur l'acceptation de soi. Donc déjà ça c'est de manière générale. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est reconnu comme une maladie mentale, d'où l'intérêt d'aller voir plutôt quelqu'un qui travaille avec la santé mentale plutôt qu'un nutritionniste ou une diététicienne par exemple. Ce sont plus les femmes qui sont touchées par ce type de maladie, mais on peut bien sûr aussi rencontrer des hommes. Ça c'est de manière générale. On m'a demandé aussi quelles étaient les principales maladies qu'on rencontre. Alors je ne vais pas m'étaler sur ça, on n'est pas là pour faire forcément un cours sur les TCA, mais bon, principalement on a donc l'anorexie qui est cette obsession, je cherche mes mots, cette obsession à maigrir à tout prix et toujours, on veut toujours plus, et on a cette déformation de la perception de notre corps, c'est-à-dire que la personne qui atteint d'anorexie, elle va avoir ce qu'on appelle une dysmorphophobie, je sais jamais le dire. Ça veut dire que la perception de son corps en fait n'est pas juste, donc elle peut se voir plus grosse qu'elle ne l'est. Ça, c'est déjà une des premières maladies qu'on rencontre. On a aussi la boulimie, donc là, ça va être des personnes qui vont avoir une ingestion de nourriture très importante, tout en voulant maigrir. Ça veut dire qu'il va avoir des comportements compensatoires à côté. Donc soit en utilisant des laxatifs, soit se faire vomir, ça peut être aussi faire beaucoup d'activités sportives et aussi des grandes périodes de jeûne. Donc ça, c'est plutôt les personnes qui sont boulimiques. Ensuite, on a l'hyperphagie. Donc l'hyperphagie, c'est un petit peu comme la boulimie, c'est-à-dire qu'il y a aussi des crises dans le sens où la personne elle va ingérer énormément de quantité d'aliments, mais cette fois-ci, elle ne va pas chercher à maigrir derrière. Du coup, c'est des personnes qui vont prendre du poids. Et on a aussi l'orthorésie. Alors, je ne sais jamais à le dire, si c'est orthorésie. Ouais, je crois que c'est ça. Je ne sais pas le dire. Peu importe. En tout cas, ça, c'est quelque chose de très fréquent. Je crois que c'est ce que je rencontre le plus. Et pourtant, j'en avais jamais entendu parler auparavant. C'est une personne qui est préoccupée en permanence en fait par l'alimentation. Ça veut dire elle a en permanence cette idée de qu'est-ce qu'elle va manger, en quelle quantité, quand, combien de temps. C'est des personnes qui vont peser au gramme près. Il va y avoir un contrôle de la gestion de la nourriture que la personne fait pour elle et aussi dans l'environnement.
je me reprends. Quand je parle d'environnement, c'est si par exemple elle vit en famille, et ben elle va gérer, elle va recontrôler en fait ce que la famille a pu faire pour elle. Donc ça, c'est vraiment des personnes qui sont dans ce contrôle permanent. Donc que ça soit voilà, ces 4 types de pathologies, derrière en fait, pour généraliser, on va dire, il y a cette relation qui est malsaine à la nourriture et donc à son corps et à soi. Donc déjà, j'espère que c'est clair pour vous la différence entre ces 4 maladies mentales. Si ça ne l'est pas, dites-moi, je réexplique. Mais voilà, on ne va pas chercher à rentrer dans les détails, on n'est pas dans un cours de psychologie. Mais déjà, de comprendre ça, ça va vous aider en fait pour la suite. Enfin, vous aider. Ça va aider à comprendre le fonctionnement de comment justement l'hypnose peut aider en fait à accompagner ces personnes-là qui finalement souffrent de TCA, donc de troubles de comportement alimentaire. En fait, comment dire, moi en tout cas, ma façon de travailler, je ne sais pas si tous les hypnothérapeutes travaillent de cette façon, en tout cas moi, ma façon de faire, c'est un petit peu en 2 temps. C'est-à-dire que le premier temps, ça va être principalement de comprendre. C'est-à-dire que chaque comportement qu'on génère, que ça soit voilà, un trouble du comportement alimentaire, que ça soit prendre une drogue, fumer, être stressé, anxieux, peu importe, en fait, on a ce qu'on appelle une intention positive. Ça veut dire que caché derrière chaque comportement, il y a un bénéfice qui est caché. Parce que sinon, en fait, la personne ne le ferait pas, en tout cas de manière inconsciente. Donc, j'entends souvent des personnes qui me disent « J'en ai marre d'avoir ce trouble du comportement alimentaire, je me bats avec moi-même, c'est un vrai combat en permanence, j'en peux plus, je suis fatiguée. » Sauf que justement, c'est parce qu'on voit ce TCA comme un combat qui fait qu'on ne va pas avancer. L'idée, c'est de se dire que si justement j'ai ce trouble qui s'est mis en place, ce comportement, même si aujourd'hui il est gênant, s'il s'est mis en place, c'est bien pour une raison. C'est-à-dire que votre inconscient, s'il a mis ça en place, c'est qu'à un moment donné, c'était la meilleure façon pour lui en fait de survivre. Ça veut dire qu'il y a une utilité cachée derrière, il y a quelque chose. Donc au lieu de vouloir supprimer ce comportement et de coller un pansement, on va plutôt aller l'accepter, aller accueillir le comportement, parce qu'il a un message en fait, et on va plutôt du coup nettoyer la plaie avant de poser un pansement bêtement. Donc la première des choses qu'on va faire justement en hypnothérapie, ça va être de se connecter en fait à la partie de vous, c'est comme si on avait plein de parties, on va aller se connecter à la partie de vous qui génère le comportement, donc qui génère le trouble alimentaire. Parce que finalement, caché derrière tous ces comportements alimentaires dont on a parlé juste avant, il y a des thèmes qui ressortent, on a de la culpabilité, de la frustration, on a de la privation, on a un énorme manque d'estime de soi. Donc tout ça, ce sont des choses en fait qu'on va pouvoir aborder. Donc ça va être la première chose. Parce que si la personne aujourd'hui a ce rapport qui est malsain avec la nourriture et donc avec son corps, encore une fois, la nourriture c'est l'objet extérieur, mais le problème est bien avec soi-même, et c'est parce qu'elle ne s'écoute pas. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas, entre guillemets, ne se donne pas suffisamment d'estime pour se respecter. Donc, le premier point qu'on fait en hypnose, je répète peut-être, je reformule en tout cas, c'est vraiment de comprendre l'intention positive qui est cachée derrière pour qu'au lieu de supprimer le comportement qui finalement est un peu comme une béquille qui sert à équilibrer la personne, on va aller justement aller voir cette partie de nous qui est responsable de ce comportement pour aller lui apporter tout ce dont elle a besoin. Pour que, une fois que ce comportement soit parti, cette personne puisse trouver en elle les ressources nécessaires. D'où l'intérêt de ne pas retirer la béquille de manière rapide et brutale parce que la personne, finalement, elle ne sait pas faire autrement. Donc on va d'abord aller voir cette partie de nous qui, du coup, est responsable du comportement pour lui apporter de la sécurité, peut-être si c'est ça la cause, de l'amour, peut-être une autorisation, peut-être d'autres choses, en tout cas ça peut être juste changer l'image qu'elle a d'elle-même, et aussi et surtout, on revient toujours au même, changer les croyances limitantes. Alors, je sais que beaucoup suivent mes vidéos, donc connaissent cette notion
de croyances limitantes, mais tout le monde ne la connaît pas. Donc je vais rapidement en parler pour que vous puissiez comprendre la suite. Les croyances, ce sont des convictions et des certitudes qu'on a créées de notre naissance jusqu'au dernier jour de notre vie. Ce sont ces fameuses phrases qu'on a entendues, des choses qu'on a vécues, que ce soit à travers la culture, nos expériences, peu importe. C'est comme si on avait une paire de lunettes avec laquelle on voyait le monde. Sur cette paire de lunettes, on a des filtres et ce sont ces fameuses croyances. On a deux types de croyances, des aidantes et des limitantes. Les aidantes, elles vont nous aider, elles vont nous faciliter la vie, comme j'ai de la chance, si je tombe dans l'escalier et que je me casse une jambe, tout va bien, j'en ai une deuxième. Si par contre j'ai la croyance limitante que je suis je sais pas moi, que je suis pas légitime, et simplement de vous parler ce soir, en fait je ferai pas ce live. Donc tout si vous voulez le centre, le point de départ, c'est justement les croyances, parce que la croyance va être notre réalité. Donc tout ce que je crois devient ma réalité. Donc ça c'était pour vous expliquer les croyances. Donc si la personne qui vient me voir, qui est boulimique, anorexique ou peu importe, en tout cas, on va aller justement voir quelles sont les croyances qu'elle a consciemment et inconsciemment qui font qu'elle va avoir ce type de comportement. Donc là déjà, vous pouvez commencer à comprendre, parce que les croyances, on en a tous sur tous les domaines en fait. On utilise des mots-clés pour ça. Donc on utilise les mots toujours, jamais, tout le temps, à chaque fois, on m'a dit, il faut, je dois. Ce sont des types de phrases qu'on utilise pour en fait créer des généralités. Donc quand quelqu'un vient parce qu'elle a un TCA, un trouble du comportement alimentaire, quand elle va du coup me raconter son histoire et ce qui la gêne, elle va déjà, sans s'en rendre compte en fait, libérer des croyances et on va pouvoir les identifier. Et ces croyances, en fait, ce sont eux qui sont responsables, c'est comme des blocages, c'est comme des programmes, finalement, qui nous empêchent de se respecter. Si par exemple, la personne croit que si elle devient mince, elle va devenir séduisante, et en devenant séduisante, elle a un risque de se faire abuser dans le métro ou ailleurs, cette personne, elle va continuer finalement à manger au-delà de sa faim pour se protéger. Etc, etc, etc. Donc ça peut être ce type de croyance, comme si je suis mince, j'ai un risque de me faire abuser. Ça peut être si je mange une pizza, je vais grossir. Ça peut être c'est l'heure, donc il faut que je mange, même si j'ai pas faim. Donc finalement, il y a une différence entre l'envie et un besoin. Ça peut être il faut que je termine mon assiette, alors qu'en fait, pareil, j'ai déjà terminé. Donc toutes ces fameuses pensées sont du coup des programmes qui vont empêcher la personne de s'écouter, de se respecter, et donc du coup tout simplement d'avoir une relation saine avec la nourriture et surtout avec soi-même en premier. Donc si c'est pas très clair ça, pareil, notez-moi, je reviens dessus, et si c'est clair, dites-le moi, comme ça je peux continuer. Donc ça c'est la première étape, je fais un petit récap. La première étape du coup, on va aller vraiment justement accueillir cette partie de la personne qui génère le conflit. Quand je dis le conflit, c'est-à-dire qui génère finalement qui génère le comportement en fait qui n'est pas sain avec elle et la nourriture. On va l'accueillir, on va aller l'écouter et on va aller lui apporter tout ce dont elle a besoin. La sécurité, de l'amour, de lui apporter une autorisation, lui apporter du pardon et aller changer les croyances limitantes. Ça, c'est la première des choses. Donc, on commence par nettoyer. La deuxième étape, ça va être en fait de remplacer en fait en quelque sorte les anciens comportements malsains ou limitants avec de nouveaux comportements qui sont plutôt sains. C'est-à-dire qu'on va aller vers ce qu'on appelle le respect de soi et le respect des 4 règles d'or. Ça, c'est la base. Mais c'est pas quelque chose qu'on fait en premier, on le fait après. Je vous explique. Les règles d'or, en fait, ce sont... Alors, je lis en même temps... Même si grâce à nos séances, j'ai bien intégré le sujet des croyances, un petit rappel ne fait pas de mal. Merci Laurette pour ce message. Toujours bien un petit rappel. Alors, du coup, les croyances, non, pas les croyances, les 4 règles d'or. Alors, hop, je me permets, voilà. Les 4 règles d'or, c'est quoi? Ce sont en fait 4 comportements qui ont été observés par des médecins
dans un groupe de personnes naturellement minces de tout âge. Et ça a créé 4 règles, c'est ça qui est sorti. Les 4 règles, qu'est-ce que c'est? C'est je mange uniquement quand j'ai faim. Donc là déjà, il y a beaucoup de personnes qui ont plein de croyances limitantes qui les empêchent de respecter la première règle d'or. Parce que souvent on entend je mange parce que c'est l'heure, je mange parce qu'il faut manger, je mange parce que c'est bon, je mange parce que mon copain est en train de manger, je mange parce que le matin quand on se lève il faut manger. Donc on a déjà plein de programmes qui ont été créés par la société principalement et par la culture également. Et donc on va finalement pas forcément manger parce qu'on a faim. Sauf que pour pouvoir être mince, il faut manger quand on a faim. C'est un peu comme si vous étiez une voiture, comment dire? Non, ma métaphore, je l'ai mal foutue. Laissez tomber. C'est un peu... si, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous mangez quand vous n'avez pas faim, c'est comme si vous faisiez le plein de votre voiture alors que le réservoir est déjà plein. Ça va déborder en fait. Donc quand vous mangez quand vous n'avez pas une faim physique, ce trop plein en fait, il se met de côté. C'est ça qui crée des réserves de graisse, tout simplement. Donc la première règle, c'est je mange que quand j'ai faim. Le corps il est super bien fait parce que le ventre, l'estomac, il gargouille et il nous dit ça y est, c'est l'heure de manger. C'est notre heure en fait. Donc quand c'est notre heure, c'est notre heure. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément 3 repas comme on a pu l'apprendre, matin, midi et soir. Non, ça c'est complètement au niveau créé par la société. Tout dépend des pays, donc ça montre bien que c'est pas logique, c'est pas naturel. Et on peut pas avoir faim à la même heure. Donc, l'idée c'est d'écouter sa sensation de faim et de manger quand on a faim, quand ton estomac gargouille. La deuxième règle, c'est de manger tout ce qu'on a envie. Et oui, et pas forcément de manger ce qu'on nous a appris, des haricots verts, de la salade et des tomates. Ça peut être le cas si on adore ça, mais on peut aussi manger des pâtes, des pizzas, des burgers, c'est aussi ok. Parce que si on ne mange pas ce qui nous plaît, on va créer de la frustration. Et comme on crée de la frustration, en fait, on va avoir un sentiment très désagréable de je garde. Parce que le corps, s'il se dit, j'ai mangé... un carré de chocolat et le prochain, je pense qu'il n'est pas avant 1 an, le corps, il va le garder. Donc l'idée, c'est de s'autoriser à manger ce qu'on a envie de manger quand on a envie, de sortir justement de ce cadre, des règles qu'on nous a imposées. Parce que si on est dans un régime strict et que on le suit, mais donc, du coup on est dans la règle, dans le carré, dans la case, mais que ça ne nous convient pas, en fait, on va être frustré. Et si du coup on s'autorise à ne pas respecter ce qu'on nous a dit, on va culpabiliser parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit. Alors que si, on a le droit de manger tout ce qu'on a envie. La troisième règle, ça va être de manger en pleine conscience. Parce qu'aujourd'hui, on fait tellement de choses qu'on fait 4-5 choses en même temps. Et du coup, on n'est pas concentré sur notre plat. Et on est du coup préoccupé par autre chose. Si on mange devant la télé, on va être un petit peu hypnotisé par la télé. Et du coup, on ne se rend même pas compte de ce qu'on est en train de manger. Et on mange un petit peu bêtement, machinalement. Donc là, ça va être important de manger quand on a faim, ce qu'on aime. Et du coup, sans télévision, sans écran, d'être avec son repas. On va pouvoir être mince, être bien dans son corps, avoir une relation saine du coup avec nous et l'alimentation, en mangeant ce qui nous plaît, mais en étant en pleine conscience. Juste de savourer ce qu'on a choisi, les odeurs, les textures, etc. Et la dernière règle d'or, ça va être, une fois que j'ai plus faim, une fois que je suis rassasiée, en fait, je m'autorise à laisser dans mon assiette, à dire stop. Beaucoup de gens ont cette croyance limitante qu'il faut terminer son assiette parce que ça va, parce que faut pas gâcher. Mais ça va pas aller nourrir les pauvres qui ont faim. Donc si vous voulez aider des personnes qui manquent d'argent pour se offrir à manger, je sais pas moi, investissez dans une association, faites des missions humanitaires, mais c'est pas en vous forçant à manger que ça va les aider. En fait, vous n'êtes pas une poubelle. Ça, c'est hyper important. Donc, vous en voulez plus, vous laissez. Et puis, en plus, il existe un appareil miraculeux qu'on a tous chez soi, le frigo. Donc, s'il y a des restes, vous mettez dans le frigo et puis vous mangez le lendemain la suite. Donc, ça va être en fait la deuxième étape. Une fois qu'on a compris un petit peu qu'est-ce qui était caché derrière, qu'on a apporté à la partie de nous qui générait le trouble du comportement alimentaire, qu'on a nettoyé, qu'on a supprimé les croyances limitantes, on va pouvoir aller installer les nouvelles règles d'or qui sont les 4 que je viens de vous expliquer.
J'espère que c'est clair. Sachez qu'il y a très peu de personnes du coup qui les suivent, ces règles d'or, ou alors elles en suivent 2 sur 3, ou 2 sur 4, ou une de temps en temps. Et forcément, c'est pas efficace, puisque c'est les 4 en même temps qui fonctionnent. Dites-moi si c'est clair ou s'il y a besoin de rajouter des infos sur ces règles d'or. En tout cas, c'est la meilleure manière d'être mince naturellement, qui marche et qui dure pour toujours parce que c'est naturel. C'est je me respecte, je suis à l'écoute de moi, je respecte mon rythme à moi. Voilà. Et la dernière question qu'on m'a posée, ça a été combien de temps, combien de séances faut-il pour atteindre du coup soit un investissement, alors déjà c'est pas la même chose, entre atteindre un investissement et traiter un trouble du comportement alimentaire, ce n'est pas la même chose. En tout cas, peu importe le type d'objectif, on reste toujours en hypnothérapie. L'hypnothérapie, c'est une thérapie qui est brève, donc on est toujours entre 1 et 10 séances. Tout dépend, pas en fait de la thérapeute ou du thérapeute, tout dépend de vous, tout dépend du travail qu'il y a à faire derrière, tout dépend de l'acceptation que votre inconscient du coup a par rapport aux suggestions et si c'est efficace, si c'est équilibré pour vous, si c'est 100% bénéfique. Donc parfois il suffit de 2 séances parce que ça va très vite, finalement l'inconscient il n'attendait que ça et c'est ok. Et parfois il y a des choses à faire très importantes qui nécessitent plusieurs séances pour que ça soit vraiment nettoyé pour de bon et pour que ça perdure dans le temps. Donc voilà, entre 1 et 10, après ça dépend de chacun. Donc j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, je vous invite à m'écrire en privé ou maintenant si vous voulez. Et je peux y répondre. De toute façon, on se retrouve tous les soirs à 20h30 pour un live. Demain, on fera un live sur la loi d'attraction. Volontairement, j'alterne entre des sujets plus fort, on va dire, enfin pas plus fort, il n'y a pas n'importe quoi, il n'y a pas plus ou moins fort, en tout cas des sujets plus liés avec l'hypnothérapie. Et puis des sujets un petit peu plus variés, variables, en fonction de ce que je reçois comme message. Alors, combien coûte une séance d'hypnothérapie? Alors moi, ma séance coûte 80 €. Après, ça dépend des thérapeutes. C'est souvent entre 80 et 120 € en moyenne. En moyenne, c'est ça. Certaines séances d'hypnose sont remboursées par la mutuelle, mais je crois que c'est 2 dans l'année et ça dépend de votre mutuelle. Mais si c'est le cas, on peut en tout cas donner des factures pour que les mutuelles puissent vous rembourser. Voilà, et merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, merci à vous pour votre écoute et j'espère que ça vous a aidé. Et voilà, si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en privé. Je vous souhaite une très 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 bonne soirée, un excellent dimanche et puis reposez-vous bien et puis à demain, à bientôt.